Merci Bruno. C'est un peu gênant, cette introduction. Émile, c'est surtout le petit garçon qui a sauté sur les genoux d'André Rossino quand il avait 8 ans à Nancy et qui, comme dirait Victoire, revient à Nancy. Tout le monde revient à Nancy. Avec beaucoup d'émotion. Vous pardonnerez l'émotion que vous sentez dans ma voix. Je suis très content d'être ici avec vous. Le numérique, c'est assez anxiogène, il faut l'admettre. C'est un peu l'éléphant qui est dans la pièce, comme on dit. On nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, on nous parle beaucoup de big data, on nous parle beaucoup d'objets connectés. On a l'impression que les robots vont nous piquer nos jobs. On a l'impression que les objets connectés ils vont aussi un peu nous espionner, mine de rien. Ils nous espionnent déjà. Google sait que je suis à Nancy. Et donc tout ça est assez anxiogène. Donc le numérique, on se demande comment est-ce que l'humain va survivre au numérique. Mais le numérique permet aussi autre chose qui, moi, me donne beaucoup d'espoir. Le numérique permet l'intelligence collective. Et je dirais que c'est la 3e révolution du numérique, c'est cette intelligence collective humaine qui est permise, qui est maintenant possible à très grande échelle comme elle ne l'était pas avant. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de l'intelligence collective dans la pensée collective, si on regarde les mentions d'intelligence collective dans tous les livres qui ont été écrits, par exemple, depuis le 19e siècle, 20e siècle et maintenant, on peut voir ça sur Google, on se rend compte qu'il y a une explosion de mentions d'intelligence collective depuis l'invention des ordinateurs dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'à la fois les ordinateurs nous permettent de comprendre comment l'intelligence collective s'organise chez les animaux, chez les oiseaux, mais pas seulement. Elle permet aussi maintenant, non seulement de comprendre comment ça marche, mais de la rendre possible pour nous en tant qu'humains. Avant, l'intelligence collective, c'était un truc qui était restreint aux insectes et aux oiseaux. Maintenant, c'est quelque chose qui s'applique à nous, depuis le numérique, depuis l'Internet. Alors, aujourd'hui, c'est partout, on ne s'en rend pas toujours compte. Le numérique, l'intelligence collective, c'est Wikipédia, pour tout ce qui concerne les connaissances humaines passées. Mais c'est aussi Google. Google est une intelligence collective. Google est basé sur des décisions individuelles de webmasters qui ont décidé de faire un lien entre un site web et un autre. Et Google, finalement, ne suit que ça. Enfin, au départ, suivait que ça. Maintenant, c'est devenu un truc un peu compliqué. Mais c'était basé sur notre intelligence collective de fabricants de sites Internet. Donc Google, c'est l'intelligence collective du présent. Moi, ce qui m'intéresse plus, et ce que je fais depuis une quinzaine d'années, c'est l'intelligence collective du futur. C'est-à-dire d'utiliser l'intelligence collective des humains, des prévisionnistes, pour essayer de repousser les limites de la prévision. Et certains d'entre vous peut-être utilisent déjà ce genre de choses à travers le PMU.fr ou BetClick pour faire des paris, puisque c'est le pari en ligne, comme je vais vous en parler tout à l'heure, qui est la meilleure façon de faire des prévisions et de confronter des opinions contraires pour obtenir un pronostic le plus juste possible. Mais revenons un petit peu en arrière. L'intelligence collective, c'est un concept, il faut le dire, un petit peu bisounours et un petit peu New Age, pendant longtemps. Ça serait bien si, ensemble, on était plus intelligents, etc. Un concept sympa. C'est devenu une science dure. Il y a maintenant au MIT un centre pour la recherche sur l'intelligence collective, au MIT. Et ces gens-là, ces gens du MIT et de Carnegie Mellon, ont très récemment posé la question qui tue. Est-ce qu'on peut mesurer le QI d'un groupe? Est-ce que ça existe? Le QI individuel, on connaît tous. On a tous passé à un moment donné un test de QI.
Puis on vous a donné un chiffre et c'est censé prévoir votre capacité à résoudre le prochain problème qu'on va vous poser, en gros. Eh bien, il se trouve qu'on peut faire la même chose pour les groupes. On peut prendre un groupe de gens, leur donner un problème à résoudre, un deuxième problème à résoudre, un troisième problème à résoudre. On regarde combien de temps ils mettent pour résoudre le problème, la qualité de la solution, et on dit, voilà, ce groupe-là, il a tel QI. Et il se trouve que ce chiffre-là, eh bien, il est prédictif de la capacité du groupe à résoudre le prochain problème. Donc il est aussi tangible que le QI individuel, qui est quelque chose de très familier, finalement. Donc c'est du dur. Mais la deuxième question qui tue, c'est mais d'où il vient le QI du groupe? Est-ce que le QI du groupe, est-ce qu'un groupe est intelligent parce qu'il y a des gens intelligents dans le groupe? Ça paraît évident. On prend plein de gens intelligents, forcément le groupe va être intelligent. Ou alors, peut-être qu'il suffit d'avoir le meilleur d'entre nous, comme dirait l'autre. On prend le meilleur d'entre nous, et hop, d'un seul coup, le groupe devient intelligent. Eh bien non. C'est plus intéressant que ça. Et je suis réconforté par la quantité de femmes dans l'audience aujourd'hui, qui s'annoncent des bonnes choses pour cet après-midi, puisque l'intelligence d'un groupe dépend essentiellement de la proportion de femmes dans le groupe. Conclusion du MIT. Conclusion du MIT dans le plus grand journal scientifique du monde, quand même, Science. Et ça, c'est une découverte de 2010, très récent. Donc on rentre dans l'âge de l'intelligence collective par la grande porte. Alors, c'est très amusant. En fait, ça soit le nombre de femmes dans le groupe qui détermine le QI du groupe. Plus il y en a, plus c'est intelligent. Mais les chercheurs ont quand même essayé de comprendre pourquoi. Ils ne sont pas arrêtés là, ça fait les titres. Mais ensuite, derrière, il y a quelque chose de plus intéressant, c'est que les femmes en général, alors pas toutes, en général, ont la capacité, plus que les hommes, à laisser les autres parler autour de la table. Tout simplement. Donc l'égalité du temps de parole dans le groupe est essentielle et facilitée par le nombre de femmes dans le groupe. L'égalité du temps de parole, mais aussi la sensibilité sociale, c'est-à-dire la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre et à comprendre qu'est-ce qui l'anime comme émotion et à comprendre le point de vue adverse. Okay. Donc de quoi on parle là? On parle en fait de bande passante. L'important, ce n'est pas la qualité, je dirais, des neurones dans le groupe, les individus, c'est la qualité de la bande passante et des connexions entre les individus dans le groupe. Okay. Alors ça pourrait rester théorique dans les laboratoires du MIT, mais en fait, quand on regarde les grandes entreprises en France et ailleurs, et qu'on regarde le pourcentage d'encadrement féminin dans ces grandes entreprises, on se rend compte que la rentabilité opérationnelle des entreprises dépend linéairement du pourcentage d'encadrement féminin dans l'entreprise. Plus il y a de femmes dans l'entreprise, plus l'entreprise est profitable. Et on ne parle pas uniquement de Hermès ou de L'Oréal. On parle de Société Générale, on parle de choses comme ça. On ne parle pas d'Alstom, par contre. Alstom, c'est... Je vois sur mon graphique là, que je vous aurais montré volontiers, mais Alstom, c'est le pire. C'est le pire. Donc, solution pour sauver Alstom, mettre plus de femmes, tout de suite. Parce que si on regarde, il y a un type qui a fait ça, un professeur d'HEC, aussi professeur de l'école de Genève, qui a créé l'indice Femina. L'indice Femina, c'est les 15 entreprises du CAC 40 qui ont au moins 35% d'encadrement féminin. Et il a regardé la performance de ces 15 entreprises par rapport à la performance du CAC 40 dans les 10 dernières années, 2006 à 2016. Donc à travers la crise, à travers ce qui a suivi, etc. Le CAC 40 a fait moins 4% sur les 10 dernières années, moins 4%. Les entreprises de l'indice Femina, tout ensemble, ont fait plus 60%. Donc on n'est pas du tout dans le théorique. On est dans le dur. Et on est dans le sonnant et le trébuchant, si j'ose dire. À l'inverse de l'intelligence collective,
vous avez le boss, qui parfois peut avoir un ego énorme et qui va dire à tout le monde quoi faire. Alors, il y a quelqu'un qui a fait l'étude pour le Harvard Business Review, il y a quelques années aussi. Il a comparé les performances des grandes entreprises avec la taille de la signature du boss. Et devinez quoi? Devinez quoi? Plus la taille de la signature est grosse et moins l'entreprise est performante. Voilà. Donc deux indices très forts de l'utilité de l'intelligence collective dans le réel. Alors qu'est-ce qu'on conclut de ça? L'intelligence collective, elle existe. Elle ne dépend pas de l'intelligence des gens qui sont dans le groupe. Elle dépend au contraire de la qualité de la communication dans le groupe. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'intelligence collective du groupe, l'intelligence rationnelle du groupe, dépend de l'intelligence émotionnelle des individus dans le groupe. Donc voilà la relation, si vous en cherchiez une, moi j'en cherchais une depuis longtemps, entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence rationnelle. En fait. Alors tout ça est très bien résumé dans quelque chose qu'on a nommé la sagesse des foules. Et si vous n'avez pas lu ce livre merveilleux qui s'appelle La sagesse des foules, qui était un best-seller mondial mais pas en France, je vous le recommande, il est publié quand même en France, La sagesse des foules, avec une idée toute simple qui est que le groupe est souvent plus intelligent que les gens, que le meilleur dans le groupe. Voilà. C'est aussi bête que ça, et qui explique pourquoi. Alors le principe est très simple. Dans un groupe, personne n'est omniscient. Chacun apporte des connaissances et chacun apporte une subjectivité qui est biaisée naturellement par son être, par son background, son parcours, etc. Quand on met tout ça ensemble de façon un peu maligne, les connaissances vont s'additionner comme des pièces de puzzle qui vont se compléter, tandis que les biais individuels de chacun, à travers la confrontation, vont être annulés. Et plus il y a de gens dans le groupe, et plus il y a de chances qu'il y ait quelqu'un qui ait le biais exactement inverse du mien. Et donc c'est comme les casques qu'on met pour annuler le bruit. Les casques qui vous envoient du bruit pour annuler le bruit, par exemple, dans les avions. C'est la même chose. La confrontation avec les autres, c'est du bruit qui va annuler votre propre bruit et qui va renforcer le signal. Donc plus on est, meilleur on est. Alors ça, on peut le voir quand on fait des pronostics sportifs, par exemple. Plus il y a de gens qui font le pronostic, on prend la moyenne et meilleur le pronostic est. Mais ça sert aussi à la guerre. Il y a des témoignages de GI américains en Europe qui ils étaient une dizaine par canon. Ces canons, c'est des gros trucs. Donc il était une dizaine à s'en occuper et ils disaient, en gros, dans le brouillard de la guerre, on ne savait jamais très bien où était la cible. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait l'estimation moyenne, nos 10 estimations, on les combinait en une moyenne et on tirait à peu près cette distance-là. Et en général, ça marchait pas mal. Voilà. Donc à nouveau, la sagesse du petit groupe. Alors c'est à ce moment-là que vous me dites, oui, mais c'est gentil tout ça, mais on sait bien que les groupes, c'est complètement idiot. On sait bien que les foules sont stupides. On a tous vu des images, on a grandi ces images de foules hitlériennes qui arrêtent de réfléchir, et d'autres, des foules populistes, etc. C'est vrai. Mais tout dépend de la dynamique du groupe. Il y a une recette pour faire des groupes intelligents, et si on se plante dans la recette, on obtient de la pensée unique. Donc il faut faire très attention comment on va structurer le groupe, comment on va structurer le process pour obtenir un groupe intelligent. Et alors les deux ingrédients indispensables, un, beaucoup de diversité, on en a parlé déjà ce matin, beaucoup de diversité, y compris diversité ethnique, diversité mentale, diversité de formation, etc., diversité de territoire, et aussi beaucoup d'indépendance. Les groupes les plus intelligents sont ceux dans lesquels chacun peut s'exprimer de la façon la plus indépendante possible, sans aucune pression au conformisme, au contraire, avec beaucoup de pression pour ne pas être d'accord avec les autres, puisque c'est ça qui va nous rendre plus intelligents tous ensemble, comme les Coréens et les Japonais qui, naturellement, sont dans la confrontation et du coup
sont plus intelligents ensemble. Grande leçon pour aujourd'hui, grande leçon d'humanisme, très à propos, puisque la diversité ethnique rend le groupe plus intelligent en combattant le conformisme. Donc, venez-y les réfugiés, venez nous rendre plus intelligents, venez rendre la France aussi intelligente que le Canada, l'Amérique, etc. Le melting pot. L'expertise, c'est un peu le contraire de la diversité. On a tendance, dans nos sociétés occidentales, à porter au nu le cerveau individuel. Einstein, Aristote, Freud, l'homme providentiel. Je ne citerai pas de nom. Or, il se trouve qu'on peut remplacer l'expertise, et on peut même dépasser la qualité de l'expertise avec de la diversité. C'est un peu comme l'équation d'Einstein, énergie égale matière. On peut passer de l'un à l'autre. Eh bien, on peut créer de l'expertise avec beaucoup de diversité, de gens qui ne sont pas experts, mais quand il y en a beaucoup. Ou alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez tous vu ces séries américaines où il y a des avocats, il y a toujours des avocats dans les séries américaines. Et puis il y a toujours des procès. Alors on se demande si on doit aller au procès, puis il y a un jury qui risque de donner des milliards de dollars à quelqu'un qui a glissé sur une flaque de café au McDonald's. Donc, McDonald's se dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller au procès ? Le jury risque de m'infliger une amende énorme. Et donc le job de l'avocat en Amérique, le premier job, c'est de savoir s'il faut aller au procès ou pas, ou est-ce qu'il faut faire un settlement. Voilà. On va s'arranger pour éviter le procès. Donc il y a des avocats très expérimentés dont on a testé la capacité à prévoir le montant des indemnités qui seraient préconisées par un jury. Et basé là-dessus, on décide si on va au procès ou pas. Et il se trouve que la qualité de ces prévisions par un avocat ultra expérimenté avec 20 ans d'expérience à faire que ça toute la journée peut être aisément dépassée par 14 étudiants en droit. On demande les estimations de 14 étudiants en droit, chacune n'est pas terrible individuellement, on les met tout ensemble, on fait la moyenne, c'est aussi bien qu'un expert qui a 20 ans d'expérience. Et si on en prend 20, c'est mieux qu'un expert. Si on en prend 40, c'est encore mieux, etc. Alors évidemment, ça aussi, ça marche avec les experts. C'est-à-dire que si l'expert vexé appelle son copain qui lui aussi a 20 ans d'expérience en disant on va prendre la moyenne de tous les deux, eh ils vont faire aussi bien que 40 étudiants en droit. Donc il y a ce que je disais entre matière et énergie, expertise, diversité, ce sont des vases communicants. Mais si on n'a pas accès aux experts, ou si les experts sont trop chers, ce qui arrive souvent, eh bien on peut prendre des étudiants, c'est moins cher, ça peut marcher aussi bien, à partir du moment où on en a beaucoup. Et en particulier, si ils sont très très différents les uns des autres, c'est-à-dire s'il y a de diversité ethnique, diversité mentale, diversité de formation, etc. Donc pour résumer, la formule de l'intelligence collective, la recette pour créer de l'intelligence collective, beaucoup de diversité dans le groupe, pas prendre que des gens qui pensent pareil, qui viennent du même endroit et qui se ressemblent, puisque plus les gens se ressemblent, plus on a tendance à croire qu'ils vont penser la même chose que vous, et plus on a tendance à s'aligner sur ce qu'ils pensent, au lieu d'exprimer sa propre différence. Donc beaucoup de diversité et un système, 10 ou 5, d'accord, et un système qui permet d'encourager la confrontation plutôt que d'encourager le conformisme. Alors à quoi ça sert tout ça ? D'abord, on va se demander à quoi ça sert d'avoir un cerveau. C'est quoi l'intelligence au final ? À quoi ça sert ? Pourquoi on a un cerveau ? Pourquoi les premiers organismes ont commencé à avoir des cellules nerveuses qui leur permettaient de sentir le monde et peut-être de faire quelque chose avec ? Eh bien, la première composante essentielle, c'est la prévision. On n'aurait pas besoin de cerveau si on n'avait pas besoin de prévoir quelque chose. Quand on est un organisme vivant, on va bouger, on doit aller chercher de la nourriture, quelque chose. On doit décider si on va à droite ou à gauche. Il y a sûrement un danger quelque part. Il faut prévoir quelle va être la direction dans laquelle il y aura le moins de danger, où il y aura le plus de nourriture, etc. Donc, première fonction du cerveau, la prévision. Deuxième fonction du cerveau, puisque les prévisions vont en général être assez mauvaises, c'est d'inventer une façon de se sortir de là.
Donc prévision d'abord, innovation ensuite. Alors l'intelligence collective, ça va servir à améliorer ces deux mamelles de l'intelligence que sont la prévision et l'innovation. Je vous donne un exemple. Récemment, le grand cabinet de conseil Booz Allen, a publié une étude sur les innovations dans les entreprises les plus innovantes dans le monde. Et ils se sont rendus compte que les entreprises les plus innovantes n'étaient pas celles qui dépensaient le plus d'argent sur l'innovation. Ce n'est pas une question d'argent. Les entreprises les plus innovantes, reconnues par leurs pairs comme étant les plus innovantes, ce sont celles qui impliquent le plus d'employés dans l'effort d'idéation pour trouver des nouvelles idées. Voilà, donc voilà pour l'innovation. L'intelligence collective sert à rendre les entreprises plus intelligentes parce que plus créatives, en impliquant plus de gens. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les marchés prédictifs, c'est-à-dire des systèmes essentiellement de paris en ligne qui permettent à l'ensemble des employés, par exemple d'une entreprise, chez Google, chez ArcelorMittal, chez Campbell's, enfin des tas d'entreprises de toutes sortes, tous les employés sont impliqués à parier les uns contre les autres pour prévoir combien de tel ou tel produit on va réussir à vendre le mois prochain ou le trimestre prochain, etc., ou quel nouveau produit va être le plus performant, etc. Et ça obtient des résultats qui sont 70%, donc 2 fois sur 3, meilleurs que ce qu'on obtient avec des systèmes de prévision classiques dans l'entreprise. En gros, il y a 3 types avec une spreadsheet en train d'essayer de faire remonter quelques chiffres. Et c'est au moins 25% d'amélioration par rapport aux prévisions qu'on obtient avec des systèmes classiques. Par l'implication en fait des gens qui sont sur le terrain. Simplement, on prend les vendeurs, on les fait parier les uns contre les autres sur combien est-ce qu'on va vendre de tel ou tel produit, et c'est mieux que ce qu'on obtient par les systèmes classiques. Donc l'intelligence collective augmente dans les entreprises l'innovation et augmente la prévision. Donc rend les entreprises plus intelligentes. Et c'est plus facile à faire et ça coûte moins cher que d'engager encore un type qui sort d'encore une grande école. Alors, très bien d'engager les gens qui sortent de l'école de mines de Nancy, Artem, tout ça. Tant mieux. Mais c'est vrai que pour rendre une entreprise plus intelligente, il ne suffit pas de ramener encore un type très intelligent ou encore une femme très intelligente dans le groupe. Il faut mieux réorganiser les forces vives qui sont déjà existantes dans le groupe. C'est comme ça qu'on devient plus facilement plus intelligent. Alors, on en a parlé un petit peu, et je finirai là-dessus. On a travaillé récemment, dans les 4 dernières années, avec les agences de renseignement américaines qui, émues par ce type de résultats dans les entreprises, se sont dit « Est-ce qu'on peut utiliser ça pour améliorer nos prévisions qui n'ont pas été géniales ?» Elles ont des problèmes, mais elles ont je dirais une grande qualité qui est de le reconnaître et d'essayer de faire mieux. Et ils ont aussi des budgets pour faire mieux. Donc, ils ont dépensé 30 millions de dollars pour recruter des gens comme vous et moi sur Internet qui s'intéressent à la géopolitique, qui lisent les journaux, etc., et les faire pronostiquer de la plus grande expérience de pronostic de toute l'humanité, de 10 000 personnes, 30 millions de dollars, 500 questions sur 4 ans, posées par la CIA sur tout ce qui se passe dans le monde et qui pourrait intéresser un président américain qui voudrait avoir quelques chiffres sur son bureau le matin. Voilà. Et le résultat de ça, ils ont découvert que l'intelligence collective d'amateurs qui n'étaient pas payés pour cet exercice, qui le faisait pour 100 $ par an, donc pas payé, pouvait aisément rivaliser avec les pronostics des experts de la CIA qui étaient payés pour faire ça, avec toute l'information top secrète devant leurs yeux, alors que les autres, comme nous, on n'avait que Google. Voilà. Pour plein de raisons, ils ont découvert qu'on pouvait faire jusqu'à 30% mieux. 30% mieux que les pros en prenant l'intelligence collective de quelques centaines, quelques milliers de personnes armées de Google. Voilà. Alors, tout ça pour dire que dans un monde numérique où le big data va prendre une importance de plus en plus croissante, on vous rabâche, si vous êtes dans l'industrie, on parle de big data toute la journée pour essayer de vous vendre des systèmes. C'est très bien le big data, ça marche très bien quand il y a des datas et quand les datas sont pertinentes. C'est-à-dire quand des datas recouvrent l'ensemble des datas qu'il faudrait pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes, ce qui est rarement le cas.
Peut-être quand on vend des pots de yaourt à Carrefour, mais pas quand on essaye de prévoir un résultat politique ou réglementaire, etc. Et donc dans les affaires humaines, où les datas sont déstructurées, où les datas sont floues, où les datas ne sont pas numériques, le seul système capable de traiter les informations pertinentes, ça reste le cerveau humain. Le problème, c'est qu'un cerveau humain, ça ne va pas traiter beaucoup de données pertinentes. Mais quand on se met tous ensemble, grâce au numérique, on peut montrer la voie, on peut être ultra créatif, on peut repousser les limites de ce qu'il est possible de prévoir, et on peut du coup, plus facilement, dans le monde d'incertitude où l'accélération s'ajoute à l'accélération, j'allais dire un monde dans l'accélération constante, mais non, l'accélération n'est pas constante, l'accélération elle-même accélère tout le temps. Eh bien, notre meilleur prévisionniste, notre source d'idées les plus créatives, ça ne va pas être le big data, ça ne va pas être l'intelligence artificielle, ça va être notre intelligence collective rendue possible par le numérique et non pas asservie au numérique. Donc l'intelligence collective restera, l'intelligence humaine restera au cœur du dispositif. Et je voudrais finir par dire que j'espère que Nancy restera au cœur du dispositif, comme Nancy a été au cœur du dispositif de l'ère industrielle. Et Nancy pourrait facilement poursuivre l'exemple d'un autre leader industriel où j'ai passé aussi 8 ans à Nancy et 8 ans à Pittsburgh. Pittsburgh qui était une deuxième Nancy pour nous, pour mon père aussi. Pour ça qu'il nous avait emmenés là-bas. Une renaissance, dans le hall de la Renaissance, ça s'appelait là-bas aussi Renaissance City. Pittsburgh, dont la sidérurgie s'est écroulée, comme ici, mais qui aujourd'hui est la première ville où Uber va tester les voitures autonomes. Et donc Nancy, avec cette fondation pour l'humanisme numérique que vous appelez de vos voeux, j'espère deviendra aussi un des centres de cette nouvelle ère numérique. Merci.